Justement, vous avez quand même dû vous soigner les petites plaies, mais pas pris de produits comme vous l'avez dit. Mais il y a quand même des choses auxquelles vous deviez faire attention au régime alimentaire, évidemment. Oui, alors bon, déjà nous on n'a même pas pris d'aspirine ni de vitamine C, on n'a pas eu besoin, on n'a pas été malade, on n'a pas eu de rhume, ce qui signifie que les défenses immunitaires, quand on s'alimente correctement, résistent et ne s'effondrent pas, que donc le corps humain n'a pas besoin d'être bourré de médicaments pour parfaitement fonctionner. Maintenant, il y a eu une petite surprise, c'est que bon, la pratique démonte un peu la théorie bien souvent. Moi, je me suis entraîné en étant draconien sur le régime alimentaire. J'avais refusé pendant 9 mois charcuterie, fromage, friture, dessert. Je mangeais parfois dissocié, c'est-à-dire protéines le midi et pâtes le soir ou inversement. Et je me suis aperçu pendant le tour que mon corps me réclamait de tout. J'avais besoin de l'alimenter, de lui donner énormément de quantité et d'aliments. Et je mangeais vraiment de tout. C'est-à-dire, je sentais que j'avais besoin de manger du fromage. Je sentais que j'avais besoin de manger parfois du saucisson au sommet d'un col dans un panini. Et voilà, donc là encore, j'étais capable d'assimiler ce que mon corps voulait. Et donc toutes les barres protéinées, tous les gels au glucose on vous vend sur les supermarchés, ben ça marchait pas quand on est dans l'effort. Et moi d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose en faveur des coureurs. Il est inimaginable sur une étape de 200 ou 220 km dans les Pyrénées qu'on les autorise à s'alimenter 2 fois. Ils ont des zones de ravitaillement. Et en dehors de ces zones, ils n'ont pas le droit de manger. C'est absolument grotesque. Nous, notre seule préoccupation, c'était de s'alimenter. Et pour combattre le dopage, avant de lancer de grandes idées métaphysiques, il faudrait penser à ces petites choses-là. On a l'impression que vous avez fait un peu un tour à l'ancienne. Le tour à l'ancienne, oui. Pourquoi ? Parce que nous, avec Fabio, on a quand même souffert sur le vélo. Et la souffrance, c'était l'image du cyclisme. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de me citer un seul coureur du Tour de France 2007 qui a souffert, du moins parmi les 50 premiers? Moi, j'ai pas vu de masque à l'arrivée. Je les ai trouvés très très frais, ils exultaient, rageurs, ils serraient le poing, ils sautaient sur le podium. Moi, je me souviens des grands champions comme Merckx, comme Hinault, qui repoussaient parfois les journalistes à l'arrivée pour respirer et qui mettaient le front sur le guidon. On les voit plus, ces images, et je me demande bien pourquoi. Alors justement, on a vu que vous aviez de nombreux supporters qui couraient parfois quelques dizaines de kilomètres avec vous. Est-ce que vous avez vous avez dit qu'il y avait eu beaucoup de réticence au moment où vous avez vous avez présenté ce projet. Est-ce que vous avez eu pendant le tour des menaces ou des remarques négatives de la part de coureurs ou d'équipes? Un exemple, un journal belge a essayé d'organiser une rencontre entre nous et puis Tom Bonnen, puisque Tom Bonnen est un peu à l'origine du projet, puisque j'étais parti d'une de ses phrases, d'une de ses déclarations l'an dernier. Il avait dit « Aujourd'hui, une personne normale aurait terminé à l'hôpital après une étape dans les Pyrénées ». Et moi, je m'étais dit « Voilà, je suis normal, je suis ordinaire, je vais relever le défi de Tom ». Ça aurait été sympa de lui serrer la main. Eh bien, l'encadrement, je précise que c'est pas le coureur lui-même, mais l'encadrement, l'attaché de presse de Quick-Step a dit ça nous intéresse pas, vous êtes pas des vrais cyclistes, c'est pas le vrai Tour de France, merci, au revoir. Voilà, donc ça c'est un type de réaction. Également, on a croisé une grosse équipe professionnelle dans le même hôtel à Albi lors du contre-la-montre, et il y a eu des choses très bizarres. Quelqu'un s'est présenté à la réception, un membre du staff de l'équipe, pour demander où je logeais. Quelqu'un qu'on connaissait absolument pas. Et ensuite, on a reçu des coups de téléphone anonymes dans la nuit. Et moi, j'ai pris des précautions bêtes, mais j'ai été contrôlé quand même 8 fois par des tests antidopage. Et le matin, j'ai pas pris de lait ni de jus d'orange au buffet parce que... Par peur qu'on vous mette quelque chose dans votre nourriture ? Vous savez, je crois que ces gens, ils sont absolument prêts à tout. Quand on met les pieds dans leur plat, eux, ils ont l'impression qu'on les attaque personnellement. Et une simple mesure de prudence, voilà. Alors, d'où vient, selon vous, cet acharnement que continuent à mettre certains coureurs pour se doper, puisque vous l'avez démontré, on peut le faire sans se doper. On a même vu cette année des coureurs se doper pendant le Tour. On leur demande trop, ou on les oblige à courir trop vite, ou il y a trop d'argent en jeu? C'est sûr que les coureurs sont, à leur décharge, sont considérés comme du bétail dans le cyclisme. C'est-à-dire que ceux qui tracent le Tour de France ne pensent pas une seule seconde aux coureurs. Quand vous voyez le nombre de transferts, nous, au compteur de la voiture suiveuse, on a 7000 km, c'est-à-dire le double exactement du kilométrage officiel. Tout ça, ce sont des transferts. Ville-départ, ville-arrivée, ville-départ, ville-arrivée. On vous ballotte, on vous promène en France, on perd du temps de récupération et manifestement, on pense pas aux sportifs.
Maintenant, je crois que le Tour de France peut parfaitement se faire à l'eau claire, comme on l'a démontré, mais et les coureurs, pourquoi ils se dopent? Parce que déjà, c'est un réflexe, c'est la culture du cyclisme depuis de très nombreuses années, parce que les moyennes sont telles qu'on peut pas faire autrement, sinon on rentre à la maison rapidement. Même dans la nouvelle génération? Mais la nouvelle génération, prenez Contador, donc qui est quand même aujourd'hui le maillot jaune du Tour de France, il était capable d'attaquer Rasmussen. C'est extraordinaire qu'un non dopé réussisse à attaquer quelqu'un sur qui il y a d'énormes soupçons. Voilà, il faut réfléchir tout simplement. Également, on dit mais les derniers méritent tout notre respect. Certainement, mais expliquez-moi comment des gens qui pèsent 80 ou 90 kilos, les fameux sprinteurs, là, réussissent à arriver dans les délais, c'est-à-dire à moins de 40 minutes d'un Contador ou d'un Rasmussen sur une étape de montagne avec 6 cols. Voilà, moi je voudrais qu'on m'explique. Il y a eu quand même des changements depuis Festina au sein des équipes, en tout cas. C'est plus le dopage organisé. Le dopage a beaucoup changé parce qu'effectivement les managers, alors là aussi, regardez qui aujourd'hui dirige des équipes cyclistes. C'est les mêmes depuis 25 ans. Alors, ces gens-là ont connu le dopage des années 80, des années 90, des années 2000. Ils sont encore là à donner des leçons de moralité en disant que oui, il faut changer de cyclisme. C'est un peu comme si on demandait à Al Capone d'éradiquer la criminalité à Chicago. Vous voyez, moi j'ai de la même confiance en ces gens-là. Le problème, c'est que maintenant ils responsabilisent les coureurs. Ils disent nous, on veut plus rien dans le bus, on veut plus rien dans l'hôtel, mais il faut marcher, il faut des résultats, il faut la victoire d'étape. Donc à vous de vous organiser tout seul. Donc chaque coureur s'organise et comme tous les gens qui connaissent un peu les coulisses, les tristes coulisses du cyclisme, bien ils savent que on fait venir la petite amie, on fait venir son épouse, on fait venir un ami qui prend une chambre dans un hôtel à côté et puis on sort 3 quarts d'heure et puis on va faire ce qu'il faut faire dans la chambre d'à côté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que le cyclisme redevienne une vraie discipline sportive? Est-ce que il faut revenir à un Tour de France comme avant avec des équipes nationales? C'est un peu ce qu'on dit dans la presse ce matin. Qu'est-ce que ça change? Il me semble que quand on fait les Jeux Olympiques, que donc on fonctionne par nationalité, il y a des cas de dopage, que les fédérations existent parce qu'elles ramènent des médailles, sinon le gouvernement leur donne pas de budget important. Ça ne change absolument rien. Moi, j'ai une grande crainte, c'est que le fléau du dopage ne soit pas possible à supprimer, à éliminer. Pourquoi? C'est comme si vous me disiez, vous pensez qu'un jour il y aura plus de voleurs sur cette planète. Les dopés, ce sont les voleurs du sport. Peut-être encourager alors ceux qui ne sont pas des voleurs, ceux qui essayent de courir honnêtement? Oui, non, mais il faut les encourager, mais ils peuvent pas exister dans une réalité qui est complètement faussée. C'est ça le problème. C'est ce que je vous disais, quand ça roule très très vite sur une étape de montagne et que vous voyez quelqu'un qui fait le premier fait 34 ou 36 de moyenne, si vous soignez pas, vous rentrez à la maison. Il n'y a rien à faire. On a parlé aussi beaucoup sur ce tour des luttes entre l'UCI et les organisateurs du tour qui n'ont pas vraiment arrangé les choses non plus. Oui, là c'est la polémique et le combat entre les grands argentiers du cyclisme moderne qui font semblant de s'intéresser au sport et qui cultivent leurs propres intérêts. Ce qui les intéresse en particulier, ce sont les droits de retransmission, donc les télévisions, parce qu'ils les vendent très très cher et à près de 200 pays. Et voilà, ils se battent pour ça, ils se battent pour leur gagne-pain. Et remarquez que les coureurs n'ont pas le droit à la parole. Voilà, on les consulte pas. Alors peut-être arrêter, comme le proposaient certains médias en début de tour, arrêter la retransmission pendant 1 an ou 2, le temps que Tour devienne plus clair et plus net? Effectivement, moi je trouve que les Allemands ont pris une grande décision. Certains disent oui, mais on n'a pas le droit de quitter le Tour de France au moment où on trouve des dopés. Mais ça fait combien de temps qu'on en trouve des dopés? On parle du dopage dans le cyclisme depuis l'affaire Festina en 98. Il y avait des cas avant. Oui, et même avant. Mais enfin, ça a été vraiment la révélation du grand mensonge. Alors, ça fait 10 ans qu'on nous promet que les choses vont changer, et chaque année, ça ne change pas. Alors, on a laissé passer la vieille garde, on s'est dit, voilà, c'était des coureurs corrompus qui ne changeraient jamais. Et qu'est-ce qu'on voit? On trouve un Patrick Sinkiewicz, jeune coureur allemand, qui fait exactement la même chose que ses confrères du passé. Alors, la seule solution, c'est de frapper le porte-monnaie, parce que s'il n'y a plus de retransmission, il n'y a plus de sponsors. S'il n'y a plus de sponsors, il n'y a plus de gros salaires. Et là, on va commencer à se poser des questions. Retrouvez l'invité de Matin Première chaque jour vers 7h40.